Les îles Baléares ont du mal à se défaire des idées reçues que l'on peut nourrir à leur égard. Nous allons vous emmener sur les chemins de traverse, découvrir un archipel au visage inattendu. Du patrimoine architectural de Majorque aux fêtes ancestrales de Minorque, où le sens des traditions a su brider un tourisme excessif. D'Ibiza, on aurait tort de n'en retenir que l'intense vie nocturne de sa capitale, tant la nature l'a comblée d'autres atouts. Quant à Formentera, la petite sœur, le turquoise de ses eaux rivalise sans peine avec celui des Caraïbes. Majorque n'est pas seulement la plus grande des îles Baléares, c'est aussi la plus variée. Surnommée par les Majorquins Sa Roqueta, c'est-à-dire Petit Rocher, on en comprend le sens en l'abordant par la face nord-ouest du promontoire de la Ricardo, où c'est tout le côté sauvage de l'île qui apparaît. Les villages comme celui d'Esteyenc sont en général situés en retrait de la côte, à l'ombre des forêts qui bordent tout le massif du Puig de Galazzo. Les villages possèdent souvent en contrebas une plage ou juste une mise à l'eau pour les bateaux de pêche. La Torre des Vergers est l'un des symboles de l'île. Cette ancienne tour d'observation du XVe siècle domine un littoral encore sauvage qui a su séduire les plus grands, dont le roi d'Espagne, heureux propriétaire d'une résidence officielle sur l'île. Un peu plus au nord, Banyabulfar est un village abondamment irrigué par l'eau qui coule depuis la Serra de la Muntana, la chaîne de montagnes du nord-ouest de Majorque. Ces falaises taillées par la mer et le vent abritent des criques où les quelques pêcheurs du village d'Escanonge viennent mettre leurs bateaux au sec et à l'abri. Ces petites baies ancrées dans la roche rouge et bordées de pins sont un véritable havre de paix pour ceux qui n'hésitent pas à marcher un peu pour en profiter. Au sommet de la falaise, quelques maisons sont dotées d'une vue sublime, avec toute la côte nord-ouest qui s'étire à leurs pieds. Le havre idéal pour profiter d'une météo clémente tout au long de l'année. Valdemossa est sans doute l'un des villages les plus courus de l'île. Ce n'est pas tant sa chartreuse qui attire les visiteurs, mais ses illustres occupants. En 1835, George Sand et Frédéric Chopin y avaient séjourné 4 mois seulement. Mais cela avait suffi à entretenir une légende autour du village. En s'enfonçant dans les terres, le village de Bini Salem fête chaque automne la fin des vendanges, la Vermar. L'ensemble des vignerons se retrouve après une longue année de labeur pour 8 jours de festivités et de folklore. La grande parade en vêtements traditionnels montre l'attachement de sa population aux valeurs et aux racines de ce terroir profondément ancré dans la vigne. Un des grands moments de la Vermar est le dîner dans les rues de la ville. Les habitants invitent leurs amis à un immense banquet en extérieur devant leur demeure. Et ce soir-là, on peut affirmer que tout le village dîne dehors. Au menu, le plat vedette est une soupe de vermicelle accompagnée de viande de mouton. La fête se poursuivra tard dans la nuit. Sur la route de Palma, à Algaida, se trouve la fabrique Congordiola. Fondée en 1719, elle est réputée pour sa technique du verre soufflé qui produit de délicats objets aux teintes vertes et bleues. La tradition se perpétue de siècle en siècle pour ce travail de précision.
Des jeunes prennent le relais des maîtres verriers pour continuer à créer des pièces uniques. Avec ses 400 000 habitants, la plus grande ville des Baléares, Palma de Majorque, s'étire un peu plus au sud. Son centre rappelle toute la richesse d'histoire construite par strates successives. Après avoir été au XIIe siècle l'une des principales capitales islamiques d'Europe, la cité est devenue, avec l'arrivée des chrétiens, un port de commerce florissant. Ces ruelles étroites sont un merveilleux terrain de jeu pour les écoliers qui se retrouvent ensuite à la Can Juan de Saigo, l'une des plus anciennes pâtisseries de la ville, pour déguster des ensamaïdas. Il s'agit de brioches dont on fait lever la pâte longuement. Secret jalousement gardé, leur recette se décline en plusieurs variétés. À proximité de la cathédrale, les rues se font encore plus étroites. Et de véritables trésors se dissimulent derrière des portes. Il s'agit d'anciennes demeures patriarcales, comme la Can Vivo, qui date du XVIIe siècle. Le cœur de la cité est proche de la mer, et malgré son développement, Palma y reste très attachée. Dominant le port, le château de Bayver était la résidence d'été de Jacques II. D'une conception très avant-gardiste à son époque, son architecture tout en cercle en fait un des plus beaux châteaux gothiques d'Europe. Palma a été marqué par plusieurs artistes, dont le premier d'entre eux est Miro, qui y vécut de longues années jusqu'à sa mort en 1983. Récemment rénové, le marché de l'Olivar reste un endroit incontournable pour goûter les spécialités de l'île, comme la sobrassada, qui est une pâte de chair à saucisse séchée que l'on tartine. Les connaisseurs savent aussi que c'est au marché que l'on déguste les meilleurs tapas, ces petits plats venus du continent que l'on retrouve dans de nombreux restaurants réputés où l'on se les partage sans façon au comptoir. La Seu, la cathédrale, est le centre de Palma. Ne serait-ce que visuellement, elle attire tous les regards. Après la reconquête chrétienne de la ville en 1229, sa construction va durer près de 300 ans à l'emplacement de la plus importante mosquée de la ville. C'est à Jacques Ier que l'on doit cet édifice gothique, l'un des plus remarquables d'Espagne. Partiellement détruite lors du tremblement de terre de 1851, l'édifice va être régulièrement restauré. Au début du XXe siècle, c'est le célèbre catalan Antonio Gaudí qui modernisera l'intérieur. Plus récemment, c'est Miquel Barceló qui a eu l'opportunité de s'exprimer dans un style qui a pu laisser perplexe plus d'un traditionnaliste. Nous repartons vers la côte nord. L'imposante église de San Bartomeu à Sóller marque l'entrée dans la vallée de la Serra d'Alfabia. Le marché de Sóller est recherché. C'est un lieu de rencontre pour tous les villageois des alentours. La ville a toujours eu une grande tradition agricole, grâce à des systèmes d'irrigation performants que les Maures avaient créés dès le 8e siècle. Les orangers, les citronniers, la vigne et les oliviers ont fait la réputation de Sóller. Quant aux olives, elles, on leur voue un véritable culte. En s'éloignant de Sóller, les champs d'orangers et de citrons laissent peu à peu la place au contrefort de la Serra Tramuntana. Binyarex est un point de départ idéal pour les randonneurs vers le massif montagneux. Ce village préserve jalousement son calme et son style, hérité de l'époque mauresque. Fornalutz, le village voisin, cultive aussi avec soin son authenticité. Rattachée à Sóller jusqu'en 1812, la commune est fière de son indépendance et de son patrimoine.
Autour de ces villages, les oliviers sont omniprésents, alors que plus haut, la rigueur de la montagne reprend ses droits. Le plus haut sommet de l'île, le Puig Maror, culmine à 1445 mètres. Une partie de ses pentes est occupée par du matériel militaire, le reste est parcouru par les chèvres et les moutons. Plus bas vers la côte, Sóller possède un port récemment rénové qui sert de point de départ pour aller explorer les nombreuses criques avoisinantes. Comme celle de Sa Calobra, un havre de paix dont on profite le mieux en fin de journée. Par le passé, cette côte n'était accessible que par bateau. Aujourd'hui, la route a encore amplifié sa popularité. C'est un mouillage parfait vers une plage minuscule mais qui débouche sur une longue vallée. Dans la partie nord de l'île, il y avait autrefois un grand lac séparé de la mer par des dunes et qui peu à peu a été comblé par des sédiments. Aujourd'hui, ces terres humides sont protégées et le parc naturel de Es Albufera abrite une réserve ornithologique que les passionnés viennent observer grâce à des tours de guet. C'est aussi une présence encourageante face à la pression immobilière toujours plus forte dans d'autres parties de l'île. À proximité de la mer, le parc laisse la place à des dunes, qui sont également protégées et s'ouvre vers le cap de Formentor. En quelques années, l'écosystème des dunes a pu progressivement se reconstituer. En partant d'Al-Canada et tout autour du cap d'Espinar, on peut découvrir une côte encore calme et paisible dans sa géographie et sa fréquentation. Des plages de la baie de Pollença, on aperçoit au loin le relief beaucoup plus tourmenté du cap de Formentor. Le littoral de cette péninsule est sans doute l'endroit le plus spectaculaire de l'île. Il est en effet bordé de falaises abruptes atteignant parfois 400 mètres d'altitude qui s'étirent sur près de 20 km à l'ouest. Sur la partie est du cap, le relief est doux et descend vers la baie de Pollença, où une plage bordée de pins est toujours très prisée. Pollença, qui fait un peu le lien entre la Serra de Tramuntana et le cap de Formentor, est un village fondé par les Romains. Mais ce sont les Templiers, après 1229, qui vont commencer la construction d'églises, ensuite remaniées au gré des prises de pouvoir dans la région. Chaque année, une procession emprunte ses 365 marches pour un légendaire chemin de croix, faisant revivre les épisodes de la Passion du Christ. Dans le nord-est de l'île, la nature a là aussi conservé ses droits. Ainsi, les tours de guet sont-elles les seuls édifices présents sur la plage de Son Real. Cette ancienne exploitation agricole a été transformée par son propriétaire en un musée naturel, avec en particulier la nécropolis de Son Real, qui n'a été excavée qu'en 1960 et daterait de 1000 ans avant Jésus-Christ. Le site le plus inattendu de l'île se trouve aux portes du village d'Arta. Le parc naturel de la péninsula de Llevant a été créé en 2001. Il abrite plusieurs espèces endémiques, comme le palmier solonar, le seul palmier européen d'origine. Les anciennes fermes présentes sur le domaine ont été transformées en chambres d'hôtes, à l'attention des randonneurs, dont les efforts seront récompensés par la découverte de plages entièrement sauvages.
Située à l'est de l'archipel des Baléares, Minorque est la plus éloignée du continent. Plus petite que sa grande sœur Majorque, il faut à peine 1 heure de voiture pour la traverser dans sa longueur. Elle offre aussi un relief plus doux. Mao, la capitale, s'est agrandie autour de son centre historique. Comme Majorque, l'île a vu défiler bon nombre de conquérants, les Grecs, les Romains et les Arabes dans un premier temps, et plus récemment, au XVIIIe siècle, les Anglais et les Français. Inauguré en 1829, son théâtre fit également fonction de premier opéra d'Espagne. En septembre, la ville connaît une semaine de festivités, avec la Festes de la Mare de Déu de Gracia, qui débute par une parade des géants venus prendre possession de la ville. Minorque est également l'île du cheval, avec une école de dressage très réputée. Cette fête est dédiée à la plus noble conquête de l'homme. Elle s'accompagne de nombreux codes séculaires, dont les tenues noires et blancs ainsi que tout un cérémoniel soigneusement respecté chaque année. Les cavaliers arrivent de toute l'île et se rassemblent pour la bénédiction qui sera donnée dans l'église Santa Maria. L'église est trop petite pour accueillir toute la foule qui se presse pour assister à la messe donnée par l'évêque. La Vierge est alors portée par 4 cavaliers et présentée au public pour se diriger vers la tribune officielle. Les cavaliers vont saluer les notables avant de se prêter à ce que tout le monde attend, le raleo, où chaque cavalier va mettre en valeur le talent de sa monture. Les selles possèdent un dosseret, mais qui ne suffit pas toujours. Et lorsque le cheval se cabre, les spectateurs viennent tout autant soutenir les cavaliers que féliciter les chevaux. À l'extrémité de la ville, une presqu'île se dresse comme hors du temps à la sortie de l'immense port naturel de Mao. C'est la Mola sur laquelle fut érigée une imposante forteresse en 1848, la Fortaleza de Isabelle II. Il s'agissait pour les Espagnols de se défendre des éventuels appétits de la France et de la Grande-Bretagne. À Minorque, les bateaux de pêche traditionnels sont des yachts, qui aujourd'hui servent aussi à la plaisance. Ces vieux gréements en bois sont restaurés et entretenus. Mais Ramon voit plus d'avenir dans les coques en résine, même si sentimentalement, il préfère le bois. Un bateau en résine coûte beaucoup moins cher en entretien qu'un bateau en bois. En bois, il faut régulièrement l'entretenir et c'est également moins résistant qu'en fibre. Le propriétaire d'un bateau en fibre, en définitive, a beaucoup moins de soucis. Durant les fêtes de septembre, plusieurs régates ont lieu dans le port, avec de vieux gréements qui font partie de la famille des voiles latines. Il s'agit plus du plaisir de se retrouver et de naviguer ensemble que d'une véritable compétition. Parce que le plus oriental, Es Castells, est le premier endroit d'Espagne à être touché par les rayons du soleil levant. Anciennement Georgetown, durant l'occupation anglaise, son port, Cales Fonts, abrite une belle collection de vieux yachts. Peu à peu, les anciennes baraques de pêcheurs y laissent la place à des restaurants. Minorque réunit à elle seule la plupart des monuments mégalithiques, comme ici à Xarsa, de la période talaïotique, une culture qui prospéra entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ.
En descendant plus au sud vers Alcaufar, la côte se découpe en des petites baies protégées. Certaines anciennes demeures des notables, comme ici à Alcaufar, ont été transformées en maisons d'hôtes. Es Migjorn fait partie de ces villages de l'intérieur où le temps semble s'être arrêté. Rues et maisons y ont conservé un éclat impeccable. Au pied du Monte Toro, Es Mercadal est un peu considérée comme le centre de l'île. Elle est cernée par des champs et des fermes, et depuis la conquête de l'île en 1287 par le roi Alfonso d'Aragon, c'est cette activité agricole qui a contribué à l'expansion de la ville. Nous sommes au Canagüede, l'un des restaurants traditionnels de l'île. À 85 ans, Agueda est connu pour maîtriser parfaitement la recette de la mayonnaise qui aurait été créée à Minorque. Il y a des Français qui sont venus à Minorque et une paysanne leur a préparé à manger. Elle ne savait pas quoi leur faire. Elle a préparé la mayonnaise. Ils ont beaucoup aimé. Qu'est-ce que c'est bon! Et ensuite, en rentrant en France, ils ont réalisé la même recette. Mais ils n'y sont pas arrivés. Non, la mayonnaise, ce n'est pas français. Ça vient de Mahon. Avant d'arriver sur Ciutadella, sur la côte occidentale, les carrières de Mares sont un lieu rempli de charme, sauvé de l'abandon par l'Itika, une association culturelle. Le Mares est une roche calcaire perméable d'une couleur allant du blanc au beige doré et qui a servi à une bonne partie des constructions de l'île de Minorque. Les carrières les plus anciennes auraient plus de 2 siècles et les plus récentes n'ont fermé qu'en 1994 et portent encore les empreintes des scies circulaires servant à la découpe des blocs de calcaire. Dépouillée de son statut de capitale au XVIIIe siècle durant l'occupation britannique, Ciutadella est restée le centre spirituel de l'île. Le couvent de San Augusti abrite un musée archéologique avec des pièces datant de l'époque des Talayots et aussi des chefs-d'œuvre, comme cette chapelle aux peintures remarquables et son orgue en cours de restauration. Il y a toujours eu une certaine rivalité entre Mao et Ciutadella, et l'aristocratie minorquine continua à vivre dans cette ville riche en belles demeures, quand bien même elle ne fut plus la capitale de l'île. Le port est tout en longueur. Sa partie la plus large n'excède pas 500 mètres et abrite encore une bonne flotte de bateaux de pêche. Toujours sur la côte ouest, en descendant vers le sud, les roches se teintent de rouge et c'est tout le calme légendaire de l'île qui ressurgit dans ses nombreuses baies. En suivant la côte vers le sud, l'île se découpe de manière plus spectaculaire, avec des petites falaises entrecoupées de criques facilement accessibles par la mer, mais qui, pour certaines, demandent un peu de marche si l'on arrive par la terre. Cet accès moins aisé, associé à une politique environnementale rigoureuse, ont permis de conserver sur cette partie de littoral une succession de criques et de baies toutes plus belles les unes que les autres. Si Macareia reste la plus connue, la Cala Enturqueta, la plage de Talayer, et celle de Son Saura méritent également toute l'attention et l'on ne peut que souhaiter qu'elles garderont encore longtemps leur authenticité. En 1993, l'UNESCO a déclaré Minorque réserve de biosphère, c'est-à-dire un lieu où la biodiversité, compte tenu de sa richesse, doit être préservée et protégée.
Le parc de Es Albufera des Grau, à l'est de l'île, en est une des parties visibles avec des hectares entiers restés sauvages où l'on ne peut accéder qu'à pied. Le parc de Es Albufera a été dès 1970 le point de départ de la protection de cette côte qui a ensuite abouti en 1993 à la réserve biosphère. Plus de 70 hectares de lagons d'eau douce associés à des terres humides constituant un paradis tant pour la vie sous-marine que pour les oiseaux. En remontant vers le nord, Forneix est un ancien port entouré de vestiges de fortifications qui servaient à se défendre des attaques turques et arabes. En été, ce sont désormais les yachts qui viennent mouiller au milieu des bateaux de pêche dont l'activité permet d'approvisionner les restaurants en poissons frais. À Minorque, le fromage de Mao est plus qu'une spécialité. C'est un patrimoine qui remonterait au fond des âges. Il est fabriqué avec du lait cru fraîchement trait. Le caillé est pressé pour éliminer le petit lait. Il est placé ensuite sous une presse, ce qui lui donnera sa forme caractéristique pour ensuite vieillir tranquillement dans une pièce bien ventilée. Il peut se consommer frais ou sec. En longeant la côte nord vers l'ouest, il existe des criques et des plages qui méritent très largement les quelques dizaines de minutes de marche pour y accéder. La plage de Binimela, et juste derrière celle de Cala Preconda, proposent une palette de couleurs inattendues. Vers le cap de Cavalleria, c'est une Minorque encore sauvage qui se dévoile. On y goûte encore une fois le charme de cette île, qui, à l'image de ses chevaux, a su conserver tout son caractère. Après les Grecs, les Phéniciens et les Romains, la dernière grande invasion de l'île d'Ibiza remonte aux années 60 avec les hippies qui découvrirent l'île et en l'espace de quelques années en firent un paradis de la fête. Si Ibiza est encore aujourd'hui un must en matière de mode et de tendance, il ne faut pas oublier pour autant que l'île offre de nombreux autres centres d'intérêt. Au sommet du vieux quartier d'Eivissa, la capitale, d'altes villas surplombent le port et ses environs. Il s'agit de l'une des cités médiévales les mieux préservées en Europe. Les Phéniciens étaient déjà présents sur l'île il y a 2600 ans. Aujourd'hui, cette partie haute de la ville a été classée en 1999 patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Renforcée par des fortifications sous l'empereur Charles V, elle gardait jadis l'entrée de la baie. Dans cet espace, l'atmosphère contraste avec le brouhaha de la ville moderne. Le musée Puget est l'un des plus beaux palais gothiques d'Ibiza. Des arcades, des formes circulaires, l'ensemble a été parfaitement restauré. De grandes familles s'y sont succédées et aujourd'hui le musée accueille des œuvres de peintres locaux. La cathédrale de Santa Maria de las Nieves a connu plusieurs évolutions, initialement de style gothique catalan pour finir en style baroque au XVIIIe siècle. La porte de Dalvila donne sur la Marina, un quartier bohème où de nombreuses boutiques et de cafés rappellent l'esprit libertaire des années 60. En quittant la ville pour le sud de l'île, on se retrouve très vite dans un parc naturel occupé par les salines, véritable paradis pour les oiseaux migrateurs et les flamants roses. Réputé depuis l'Antiquité, le sel d'Ibiza a été jusqu'au XVIIe siècle un enjeu économique important.
Le roi Felipe V avait d'ailleurs confisqué les salines au titre de la conquête. Aujourd'hui, l'artiste Pedro Omigo rend hommage à travers son œuvre à la valeur du sel et à son dur labeur. Les environs des salines ont bénéficié des bienfaits du parc avec une pression immobilière limitée. Un peu plus loin, sur la plage d'Escavallette, c'est le farniente qui reprend ses droits, avec toujours cette touche si spéciale dans l'aménagement des lieux qui fait immédiatement sentir que l'on est à Ibiza. À Ibiza, on transforme habilement des lieux de caractère comme cette ancienne chapelle en restaurant. Plus au sud, la plage de Conte n'a besoin d'aucune transformation tant son eau cristalline et son décor naturel justifient largement sa réputation. Joyau du patrimoine de l'île, l'église fortifiée de Saint-Joseph de Talaia offre aux visiteurs un style architectural original. Grande spécialité de l'île, les vêtements Adlib sont synonymes de liberté. La styliste, Charo Ruiz, perpétue ce savoir-faire qu'affectionnaient tant les hippies. Les vêtements que je dessine ne sont pas typiques. Ce sont des créations originales, c'est blanc, avec des points et des dentelles qui sont très personnalisés. Le style Adlib passe à travers les modes et reste une solide référence de la personnalité d'Ibiza. L'île adore jouer sur les contrastes. Qu'ils soient naturels, avec ses falaises splendides qui se poursuivent vers le cap d'Esfalco, ou patrimoniaux, comme le village splendidement conservé de San Juan de la Britra, qui avait été adopté par les hippies dans les années 60. Les plages des environs étaient envahies les soirs de pleine lune pour des concerts de tambours géants. Les plages apportent également une touche d'originalité typiquement ibicensa, comme celle d'Esfigueral, bordée de singuliers rochers ocre et dorés, ou encore celle d'Aigües Blanques dans son prolongement. En quittant la côte vers le sud, on se dirige vers San Carles de Peralta, une région qui foisonne de fincas. Ces anciennes fermes sauvées de l'abandon et de la ruine par des amateurs éclairés en quête de calme et de bohème. Certaines d'entre elles ont été transformées en hôtels, comme par exemple Can Cureu. Les hippies restent une des références fortes de l'île, et certains n'ont pas abandonné la peace and love attitude. Ainsi, au hasard du marché hippie de Las Dalias, les rescapés des années 70 côtoient de plus jeunes convertis à l'artisanat et au style flower power. Sur la côte est, à Santa Eulalia des Riu, on retrouve l'influence de différentes cultures, d'abord musulmanes et ensuite portugaises, et l'on perçoit notamment le typique chuintement lusophone dans le dialecte local. Au sommet du Puig de Missa, l'église a de vraies allures de place forte, capable de défendre tout le sommet. Plus on se rapproche du centre de l'île, et plus on perçoit les racines profondes d'Ibiza, comme à San Mateu. Certains y voient un coin perdu, d'autres un lieu privilégié. À peine plus loin, c'est Santa Gertrudis, où l'on peut trouver une autre synthèse de l'esprit d'Ibiza, au bar Costa, un établissement que les artistes ont aimé à fréquenter. Le patron a échangé des œuvres d'art contre des repas ou de longues soirées arrosées. Les dons des clients côtoient au mur des jambons savoureux, et ce mélange hétéroclite, aussi bien dans les thèmes des peintures que dans les assiettes, se conjugue avec bonheur. Pouvoir admirer les joyeux architecturaux de l'île se mérite, comme pour cette église de Balafia qu'il faut trouver en plein centre de l'île, autant dire à l'écart de toute agitation.
De même, cette ancienne ferme, la Can Pere Mousson, qui pour se protéger réunissait des parties défensives avec des parties plus utilitaires pour finalement aboutir à un ensemble architectural original et harmonieux. La baie de San Miguel illustre tous les contrastes d'Ibiza, avec d'un côté une nature préservée, et de l'autre ce petit bout de terre au milieu de la baie, qui a été vendu à des sommes si extravagantes qu'il en serait devenu l'île la plus chère du monde. Une chose qui n'a pas changé dans l'île depuis des siècles, c'est le culte du soleil, même si la mode actuelle l'accompagne de musique et de cocktails. Une soirée qui se poursuivra dans les légendaires nightclubs de l'île. Si les montagnes d'Ibiza n'atteignent pas des sommets, les reliefs autour de Satalia n'en constituent pas moins une rafraîchissante escapade dans les forêts et la campagne. C'est dans ce décor que s'épanouissent les artistes comme Julia Ribas, une peintre attachée à ses racines et qui puise toute son inspiration dans son île. J'utilise les mêmes matériaux naturels dont on se sert pour construire les maisons, qui, à mon sens, restituent le mieux le caractère de la vie dans l'île. À Ibiza, il y a aussi des lieux dont on se transmet le nom dans le plus grand secret pour en préserver l'exclusivité et le calme. La plage de Cala Molly en fait partie, et on comprend pourquoi. La Cala Tarida est moins discrète. C'est une des plus grandes plages de l'île, qui n'en reste pas moins belle, avec toutes les composantes des plages de la côte ouest. Un sable blanc et une eau telle que l'on en rêve. N'oublions pas les habitants qui font l'âme de l'île, généreux et accueillants comme Gouache Montero, qui à 92 ans continue de cultiver son jardin avec gourmandise. Nous avons toujours travaillé dans les champs et les potagers. Pendant la saison des fruits, nous ramassions les fruits. Pendant la saison du maïs, on se levait plus tôt. On ramassait les épis de maïs pour nourrir les cochons. Lorsque c'était l'époque de la récolte du maïs, les hommes partaient tôt au champ. Et moi, vers 8 heures le matin, je devais leur emmener le petit déjeuner que j'avais préparé. C'était comme ça. Ibiza est une île qui dégage un magnétisme que certains captent avec bonheur pour méditer ou se régénérer. Un lieu idéal pour la pratique du yoga, popularisé dans l'île dans les années 70. Les Grecs avaient regroupé Ibiza, Formentera et quelques petits îlots sous le nom d'archipel des Pityusas, les îles des pins. Les liens entre les deux îles sont étroits. Le bateau depuis Ibiza est encore aujourd'hui le seul moyen d'accès à Formentera. C'est aussi ce qui la préserve de l'agitation excessive du monde moderne. L'allure de Formentera n'a cependant pas grand-chose à voir avec ses sœurs des Baléares. Le relief est largement plat, avec quelques falaises en bord de côte, et il y a surtout cette longue lagune qui dépayse totalement le voyageur arrivé d'Ibiza. Le parc du Levant propose une alternance de baies et de plages aux couleurs toutes plus surprenantes les unes que les autres. L'île veille scrupuleusement à contrôler au quotidien son empreinte écologique.
Les plages de Illetes et de Llevant bordent cette langue de sable et l'on choisit son côté en fonction de la brise. On a du mal à s'imaginer en Espagne. À l'extrémité de la pointe des Trucadors, les plages offrent en fonction des vents et des courants des vagues revigorantes ou au contraire une mer d'huile. Véritable invitation à la sérénité. Il y en a pour tous les goûts. Le principal port de l'île, la Savina, est le point de départ de plongées inattendues, tant il est vrai que la Méditerranée n'a pas forcément une réputation de fond spectaculaire. Une réserve naturelle protégée par l'UNESCO s'étend des côtes d'Ibiza jusqu'à Formentera, abritant notamment des champs de Posidonia, une plante qui joue un rôle majeur dans la protection des côtes contre l'érosion. Sur les récifs autour de l'île, le spectacle est enchanteur. D'ailleurs, ces fonds servent chaque année de décor pour une compétition d'images sous-marines. Les falaises qui bordent la pointe de Sa Pedrera servaient autrefois de carrière pour la construction des maisons de l'île. On y a trouvé aussi des vestiges romains. Formentera vit au rythme de la nature. Les couchers de soleil sur les lagons d'Estany, même s'ils font partie du quotidien, méritent aussi que l'on s'y attarde autour d'un verre pour profiter de ces instants magiques. San Francesc est la capitale de l'île, un centre administratif qui regroupe les quelques monuments historiques de l'île, comme l'imposante église fortifiée de la place de la Constitution. Les habitants s'y réfugiaient lorsque les pirates venaient piller l'île. Formentera a connu un passé mouvementé, longtemps disputé entre les Maures et les Normands. Après la conquête catalane en 1235 et vu l'absence de sites faciles à protéger, les chrétiens ne s'y installèrent pas, laissant donc les pirates s'en servir comme base de ravitaillement. La pêche reste une activité majeure sur l'île, et pas seulement une tradition. À la Savina, lorsque les grosses unités ne partent pas, on en profite pour réparer les filets. Les pêcheurs sortis avant le lever du soleil rentrent peu à peu au port, avec de belles pièces dans la cale. Les caisses sont pleines, avec notamment un xerna, un mérou d'environ 15 kilos. Pendant des siècles, le seul moyen de conservation pour le poisson était le salage. Après avoir été plongés pendant 48 heures dans un bain de saumure, les poissons sont ensuite étendus pour être séchés en plein soleil pendant 3 ou 4 jours. Avec ces poissons, le chef de la Pequeña Isla nous propose une savoureuse recette de salade. Le poisson séché au préalable sur l'arbre doit d'abord être émincé en morceaux et en filaments après avoir été grillé. Il est ensuite ajouté à un mélange composé d'oignons, de tomates et de croûtons de pain servis tièdes. C'est un régal. Formentera abrite quantité de plages assez uniques aux eaux plus turquoises les unes que les autres. La Cala Saona est l'une des plus réputées, avec tous les ingrédients d'une plage de rêve que l'on s'attend à trouver plutôt sous les tropiques. Le cap de Barbaria marque l'extrémité sud de tout l'archipel des Baléares.
Si le lézard est un animal courant aux Baléares, le lézard bleu, lui, est caractéristique de Formentera, qui en a d'ailleurs fait l'un de ses symboles. En poursuivant son chemin vers l'est, la plage de Midtjorn s'étend sur plus de 5 km, alternant des petites criques avec de longues étendues de sable blanc. C'est l'endroit le plus septentrional des Baléares. Dans le centre de Formentera, les figuiers sont un élément incontournable du décor. Afin de protéger les fruits durant les épisodes venteux, l'arbre est soutenu et étiré dans toute sa largeur, tel un chapiteau naturel. Les champs sont cernés de murets en pierre et à l'ombre des oliviers, les bergers ont à peine besoin de surveiller leurs moutons. C'est dans ce décor qu'Aaron trouve sa matière première. D'immenses souches d'olivier qu'il va patiemment transformer. Je n'ai pas de source d'inspiration particulière. Chaque jour, je vis différemment. Chaque jour, il se passe des choses. Aujourd'hui, vous êtes ici et demain, ce sera d'autres personnes. C'est le bois qui guide la sculpture. Il faut chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Sur la côte nord-ouest, Escalo est une petite enclave de pêcheurs. Les bateaux sont tirés au sec tous les soirs. Ici, on se réunit régulièrement pour faire revivre coutumes et traditions. Le costume des femmes demande plus d'1 heure de préparation. La balpagès est une danse de séduction. Elle était pratiquée par les paysans. L'homme exécute une partition plutôt physique. Des hauteurs du chemin de Saporada, on distingue bien cet isthme que constitue le milieu de l'île. Côté nord, la perspective est somptueuse. Cette nature inspire bien sûr les artistes. Enrique Maroral travaille avec beaucoup de liberté différents matériaux pour retranscrire toutes les émotions que l'île suscite en lui. Mon inspiration vient bien sûr essentiellement de Formentera. Beaucoup de ces pièces sont en relation avec Formentera. Certaines ressemblent à ce qu'il y a dans la mer, d'autres à la végétation, aux fruits et aussi au style de vie. Le moulin de la Mola date de 1778. Il a été non seulement restauré, mais tous ses composants fonctionnent comme au premier jour. Le phare de la Mola, qui a inspiré Jules Verne, est lui aussi toujours en activité et reste très utile pour les voiliers qui naviguent dans les environs. Le village de la Mola possède également son marché hippie avec quelques nostalgiques et des plus jeunes qui ont adapté au goût du jour un artisanat de bijoux toujours recherché.
La Fondation Pepe est une institution à Formentera où l'on croise la nuit plusieurs générations d'amoureux de l'île venus s'installer ici. Le volubile patron salue d'un coup de cloche le pourboire laissé par un client au bar. Ainsi s'achève notre périple sur l'envoûtante Formentera, qui ne laisse aucun voyageur indifférent. Une invitation à revenir comme ces sœurs des Baléares.